Latifa Gallo, bonjour. Bonjour, Je vous Alice. remercie infiniment d'avoir accepté à nouveau notre invitation. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup parler avec vous parce que vous êtes une experte dans la gestion des émotions et aussi une experte dans tout ce qui est lié à la communication non violente. Donc, comment mieux communiquer? Pour moi, c'est un nœud extrêmement important. Je pense, en tout cas, j'ai cette croyance très profonde que la qualité de ma vie dépend de la qualité de mes relations avec l'extérieur, donc avec moi bien évidemment, mais également avec l'extérieur. Et la communication est un énorme bloc. Alors, la gestion des émotions et la communication, pour moi, ça fait un. Euh, c'est pas possible de dissocier tout ça parce que si je pars dans tous les sens émotionnellement, ben, je peux pas entendre l'autre parce que la communication c'est aussi ça. Je peux pas entendre l'autre et je ne peux pas m'exprimer clairement. Donc, mon incapacité à gérer mes émotions font que ça peut venir toucher quelque chose chez l'autre en face. Donc, l'autre, s'il ne gère pas non plus ses émotions, bah, il ne peut pas m'entendre également. Donc, du coup, il y a plein d'effets miroirs, il y a plein de malentendus, il y a plein de mauvaises interprétations et ça crée des bombes. Voilà, soit des bombes qui explosent tout de suite, et c'est peut-être mieux dans certains cas, soit des bombes qui explosent dans le temps, voire même qui explose à répétition, parce qu'on n'est pas capable d'aller voir ce qui se passe en profondeur. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi d'un gros sujet, comment survivre à sa famille. Voilà, Énorme sujet. énorme sujet. Donc, lorsqu'on enregistre cette interview, cette conversation, on approche les fêtes de Noël, mais bien évidemment, ça peut servir tout le temps. La famille, bien évidemment, c'est un gros sujet, mais les problématiques qu'on a en famille, très souvent, ce sont des problématiques qu'on a aussi ailleurs. Donc, c'est une vidéo intemporelle qu'on peut regarder encore et encore et encore et encore. Les fêtes de Noël, pourquoi est-ce aussi compliqué? Alors, les fêtes de Noël ravivent justement tout le système familial et toute la dynamique familiale. Donc, ce qu'on va voir, vivre et traiter, notamment durant cette interview sur les fêtes de Noël, va être transposable à notre famille. C'est simplement que pendant le moment de Noël, tout est ravivé parce qu'il y a réunion de famille et même s'il n'y a pas réunion de famille, il y a revivance, en tout cas dans notre tête, dans notre conscience, dans notre inconscient, de tout ce qui se joue en fait dans notre famille. Donc c'est pas toujours un moment facile, hein. Et d'ailleurs pour beaucoup de Français, il y a 63, je regardais dernièrement les statistiques, 63% des Français qui redoutent l'approche de Noël. Voilà, donc l'approche de Énorme. Noël, pas de la fête en soi, mais de cette réunion, de ces réunions familiales qui font revivre justement toute la dynamique familiale. Et quand elle est positive, cette dynamique, c'est OK, mais malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Alors quand elle a été douloureuse, ce fonctionnement familial, lorsqu'il était douloureux, ça va être réamplifié au moment de Noël, puisqu'on se retrouve. Et doublement, triplement, quintuplement amplifié, amplifié. Pourquoi? Parce que d'une part, on se retrouve dans un système familial, mais on va tous se retrouver en fait à un rôle qui nous a été attribué dans l'enfance, sauf qu'on n'est plus à ce rôle-là. Mm. Puisqu'on a évolué, on a grandi, on est des adultes ou des jeunes adultes ou des adultes plus âgés, mais le système est resté un petit peu bloqué, figé, et pour autant, on a évolué. Mm. Donc ça crée un peu des tensions de tout ordre et de tous les côtés. Mm. Il y a bien évidemment les tensions liées au fait que ben, je suis plus personnage et je me sens quelque part obligée de revivre ce personnage avec toute la pression que ça comportait. Parce que des fois, on peut avoir été le petit frère ou la petite sœur qui a subi certaines choses ou qui a ressenti plusieurs injustices et j'ai pas envie de me remettre dans cette posture-là. Il y a ça. Et il y a aussi toutes les blessures qui n'ont pas été regardées. Bien sûr. Alors, comment on fait pour gérer ces blessures lorsque elles suintent ou lorsqu'elles s'expriment dans des repas de Noël? Et ma deuxième question, c'est comment on fait pour gérer la blessure de la personne en face qui est inconsciente de ce qu'elle fait? Oui.
Alors, c'est aussi un vaste sujet. Alors, déjà, juste revenir sur l'histoire du rôle, tu le précises bien, effectivement, on va se rejouer tous les rôles familiaux et dans une famille, on a chacun son propre rôle dans lequel le système parental nous a mis et qui continue de fonctionner même si on a changé. C'est d'ailleurs toute la difficulté dans une famille quand une personne fait un travail sur elle, elle modifie le système familial, mais le système familial souvent résiste, n'a pas envie. Hein, parce qu'il y a une sorte d'homéostasie qui fait que non, le système n'a pas envie de bouger et ça peut créer des conflits. Et le moment de Noël, paf, on est repris là-dedans. Alors après, il y a évidemment les souffrances qui sont réactivées parce que quand on se retrouve face à ce frère ou cette sœur avec qui la relation est compliquée et qu'en temps normal, dans notre quotidien, on évite de voir parce qu'on sait que ça va être tendu, ben là, d'un seul coup, on se retrouve à table dans un repas familial ou aux fêtes de Noël. En plus, pour peu qu'on se retrouve face à lui ou à elle assis à table, effectivement, ça va réaviver tout ce que la relation n'a pas réglé. Donc, ça peut réaviver des frustrations, ça peut réaviver des souffrances, réaviver des tensions, des conflits. Alors, bien évidemment, le moment du repas de famille, et encore moins le moment de Noël, n'est pas le moment pour traiter cela. Parce que le problème justement des repas qui dégénèrent, c'est parce que, paf, on a bu un coup de trop, on est un peu fatigué, notamment à la période de Noël, en plus dans un environnement actuellement avec la crise sanitaire où tout le monde est quand même assez inquiet, voilà, et puis pof, on commence à parler de choses qui fâchent et non justement, hein, et la difficulté c'est ça, c'est essayer de se dire, ok, je vais essayer de ne pas aborder de mon côté en tout cas, les sujets qui fâchent parce que c'est pas le moment de le faire, hein, le repas de famille n'est pas fait pour ça, ou alors on fait une médiation familiale, mais ça c'est autre chose. Par contre, on ne peut pas être à l'abri du frère, de la sœur, de la tante, de l'oncle, du père ou de la mère ou du grand-parent qui va nous exprimer quelque chose qui va être désagréable et qui va réveiller quelque chose qui nous fait souffrir. Donc ça, évidemment, on n'est pas à l'abri de ça, mais tout comme on n'est pas à l'abri non plus d'une pulsion, on se dit, ah là, il m'énerve, j'ai envie de lui dire ce que je pense. Voilà. Alors, évidemment, il y a plusieurs axes de travail sur soi pour aborder cette communication. La première, moi, je conseille toujours, avant une réunion familiale, de lister un petit peu les difficultés qui pourraient surgir. Hein, on les connaît parce que c'est pas Noël, par exemple, c'est pas quand même le premier Noël qu'on fait, même un repas familial ou même une réunion familiale. Donc déjà de se dire, bon, attention, maman, je sais qu'elle va me prendre la tête sur ce sujet, sur l'éducation de mes enfants. Mon frère, je sais qu'il va me faire des remarques un peu sarcastiques ou humoristiques, mais pas très agréables sur tel sujet. Voilà. Donc, à partir du moment où déjà on commence à lister ça, on va se mettre dans une certaine protection, c'est-à-dire que je vais y aller en conscience. C'est-à-dire que je ne vais pas répondre de plein fouet, mais je m'y prépare. Donc j'arrive à mettre du coup une forme de Voilà. distance avec mes émotions et avec ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est déjà en amont de la réunion, c'est déjà lister tout cela et puis en parler avec quelqu'un de confiance, avec une amie, avec un ami, voire avec quelqu'un en qui on a confiance, qui fait partie de notre famille, qui sera là au repas. Donc ça nous permet de prendre du recul. Et ça, c'est vraiment important de prendre ce recul et d'aller à ce moment-là à la réunion familiale ou à ce moment familial en toute conscience. C'est-à-dire, ok, je sais qu'il y a ça, 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 ça. Donc, je m'y attends, je m'y prépare et surtout, je prends du recul en parlant en amont. Voilà, donc ça, c'est déjà une chose vraiment très importante à faire et que je conseille à chaque fois. Après, il y a le moment, évidemment, de la réunion familiale où, pof, ça arrive, parce qu'évidemment, même si je dirais que dans un monde idéal, tout le monde va se dire, allez, on y va et on n'aborde pas les sujets qui fâchent, mais encore une fois, voilà, sous la pression de la famille, des choses qui remontent et tout, du coup de champagne qu'on va boire entre eux, pof, ça va ressortir. Bon, alors là, évidemment, comme tu le disais en présentation, bon, moi, je prône la communication non violente qui est évidemment dire les choses, mais les dire d'une manière respectueuse et bienveillante. Hein, et je rappelle le protocole de la communication non violente qui est de dire à l'autre, lorsque j'entends ces paroles, je me sens vraiment blessée. Donc d'abord, Dans le jeu. Voilà, le jeu, déjà utiliser le jeu, c'est moi. En fait, je n'accuse pas l'autre. Hein, je n'utilise pas le tu, ouais, encore, c'est encore toi qui dis ça, et tu es comme si, et ça dure depuis l'enfance, et j'en ai ras-le-bol. Ok, donc ça, on laisse tomber, parce que de toute manière, même si c'est ce qu'on a envie de dire, en communication non violente, on appelle ça la communication chacale. On a envie de vraiment d'agresser l'autre, et c'est humain.
Et c'est normal, et parfois ça nous échappe, et c'est OK. Hein. Mais on va plutôt adopter ce qu'on appelle la communication girafe, en communication jointe. Voilà. Lorsque j'entends ces paroles, l'émotion, je me sens vraiment blessée, ou je me sens triste, ou je me sens en colère. Et ensuite, c'est quoi le besoin derrière? J'ai besoin de respect, j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin d'harmonie aussi dans ce moment de réunion familiale, dans ce moment festif. Voilà, donc est-ce que c'est OK pour toi d'arrêter, de ne plus aborder ce sujet Voilà. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est de vraiment rester connecté à soi, hein, de rester connecté à soi et de ne pas absorber. Alors, une petite remarque comme ça qui passe, bon, on peut se dire, OK, allez, je laisse passer parce que je ne vais pas commencer à... Mais une deuxième remarque, là, troisième remarque, non, ben, j'y vais. Qu'est-ce que ça fait? Ah ouais, là, je me sens vraiment en colère, ou je me sens vraiment triste, ça m'angoisse, ça me blesse. Ok, ben, je vais le dire à l'autre. Ouais. Tu vois, quand j'entends ces paroles, je me sens vraiment blessée, et c'est pas le lieu en fait. Et moi, j'ai vraiment besoin de passer un bon moment, et j'ai besoin que tout se passe bien. Hein, donc, est-ce que c'est ok? Voilà. Comment réagir lorsque on exprime ça et que l'autre, par exemple, a un petit coup dans le nez, ou que l'autre en face, il est également pris émotionnellement, ou que l'autre en face est dans le passé, parce que souvent, le corps est là, mais l'esprit est dans le passé, et ça rumine. Donc, nous, on arrive à avoir cette capacité au fur et à mesure, on vit la même chose que tout le monde, hein, mais on arrive au fur et à mesure qu'on met de la conscience à prendre du recul. Mais voilà, une personne lambda qui n'a pas trop fait de développement personnel, elle exprime ça, donc elle regarde la vidéo et se dit bon ben voilà, là j'ai besoin de m'exprimer, je vais dans mon jeu, je prends mon courage à deux mains, j'exprime les choses, maman, papa, grand frère ou petite sœur, je me sens triste, là je ne me sens pas respectée, j'ai besoin de ça, j'ai envie de passer un bon moment en famille, est-ce qu'on peut changer de sujet ou est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Et en face, ça réagit pas. Ou en face, ça reste en mode rumination. Tu vois, on voit souvent ça, ça rumine, ça rumine, ça rumine, ça rumine. Comment arriver à gérer ça? Parce que du coup, on est face à un être qui n'est pas là, qui n'est pas dans le moment présent, voire même qui ne contrôle pas ses émotions, qui ne contrôle pas son système de pensée. Comment faire pour arriver à prendre du recul et ne pas le prendre personnellement, en fait, j'ai envie de dire. Ne pas se dire, tiens, je parle et personne ne m'entend comme d'habitude, je ne suis pas respectée, personne ne m'aime. C'est un petit peu le truc, souvent, le système de pensée qu'on entretient quand on n'a pas été entendu ou lorsqu'on n'a pas su prendre sa place. Comment arriver à rester humble et à se dire, bon, c'est pas de ma faute, c'est ok, c'est pas si grave que ça, ou je prends du recul. Alors, je pense qu'il y a. Alors, c'est difficile d'arriver à prendre du recul dans une réunion familiale parce qu'il y a tout le système encore familial qui se rejoue. Mais avant d'essayer de prendre du recul, il y a une étape intermédiaire qui consiste d'une part à se dire, OK, là, l'autre est en train d'exprimer aussi peut-être quelque chose. Alors peut-être qu'il exprime aussi sa souffrance et sa blessure dans les relations, par exemple, de frères, sœurs. Moi, je vais dire quelque chose, mais l'autre va me dire, oui, mais enfin bon, écoute, depuis tout petit, je te rappelle que quand même moi aussi, j'ai eu l'impression de ne pas être respectée et tout. D'accord? Ben, ça, en fait, à ce moment-là, je me mets en écoute de l'autre. Alors, il faut avoir effectivement travaillé sur soi pour pouvoir se dire que, OK, là, j'ai pas envie de me mettre en écoute, mais en même temps, c'est une des meilleures voies pour rétablir la communication. Si je me mets en écoute de l'autre et je fais de la communication non violente inversée, c'est-à-dire que je peux dire à cette personne, oui, donc là, quand tu es en train de me dire ça, je ressens bien que tu es aussi en colère. Et peut-être que tu as besoin aussi d'écoute finalement. Vous voyez, donc tu vois, donc c'est vraiment faire cette communication non violente inversée. On rentre dans ce qu'on appelle le dialogue de la communication non violente et j'écoute l'autre à ce moment-là. Et je peux même, et ça c'est le top, mais c'est pas toujours facile et c'est OK si on n'arrive pas à le faire, pratiquer de l'empathie. OK, quand tu me dis ça, je peux l'entendre, ou je peux comprendre que toi aussi, finalement, tu as tes souffrances. Et que peut-être aussi ce que on a vécu dans notre enfance ou notre relation t'a aussi blessé. Et en disant ça, ce qu'il faut être
ce dont il faut être convaincu, c'est qu'en disant ça à l'autre, ça va le calmer. Parce que l'autre, il a besoin d'empathie. Tout comme moi, on a tous besoin d'empathie. Mais si moi je m'exprime et que derrière, comme tu dis, bah, l'autre continue, c'est qu'il a aussi besoin d'empathie. À ce moment-là, je me dis, OK, mon objectif, c'est quoi? C'est que la relation s'améliore le temps de ce repas et pourquoi pas aussi au-delà de ce repas. À ce moment-là, je pratique de l'empathie. Et si j'arrive pas à dire, je comprends, je peux dire oui, j'entends bien que toi aussi tu as de la colère et que toi aussi tu as besoin d'être écouté. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose à faire. Et l'autre va être surpris parce qu'il ne va pas s'y attendre. Et il ne va pas s'attendre à ce cadeau que je lui fais, qui est vraiment un cadeau d'empathie dont il a besoin clairement. Donc, Ouais. s'il réagit en communication non violente, quand on se rend compte que l'autre réagit, c'est qu'il a besoin d'empathie. Donc, on lui envoie de l'empathie. Et puis après, bah, si l'autre, le frère, sœur, mère ou autre, bon, a bu un coup de trop et un peu excessif et trop énervé, là, pour le coup, oui, il faut se protéger parce qu'on peut faire la même chose, mais si on voit que ça n'a pas d'effet, parce que il est trop, c'est dire, bah, écoute, là, je vois bien que bah, je suis quand même très blessé, surpris de ta réaction, et je pense que là, il vaut mieux qu'on arrête vraiment de parler de ce sujet. Et pourquoi pas, à ce moment-là, moi je dis toujours, il y a un truc qui marche quand même assez bien quand on sent qu'on ne maîtrise pas trop la situation, c'est de se lever, mais pas de se lever brutalement, de se dire, bon, allez, on arrête peut-être la discussion là et je vais aller en cuisine préparer le plat d'après ou aider maman ou aider papa. Parce qu'en fait, le fait de se lever, ça déplace l'énergie et ça déplace l'énergie du conflit. Et ça peut être vraiment une bonne solution quand vraiment on sent qu'on ne s'en sort pas. Hein, et pour se calmer, soi aussi d'ailleurs. C'est-à-dire créer du mouvement. Ouais, créer un mouvement physique en fait. Ouais, créer un mouvement physique. Ouais, créer un Ok. mouvement physique. Parce qu'il y a des situations qu'on peut gérer, mais d'autres qu'on ne peut pas gérer parce que l'autre n'est pas en mesure, comme tu dis, de le gérer à ce moment-là. Et ça, faut l'entendre. Il faut Oui, accepter et ne pas le prendre personnellement. oui, L'autre n'est pas en mesure d'entendre. tout à fait. Moi, je dis toujours, si tu imagines que tu as une personne en face de toi et que on va prendre chacun une écharpe, enfin, on va prendre une écharpe et on va prendre chacun un bout de l'écharpe. D'accord? Moi, je peux faire la moitié du chemin vers toi, d'accord? Mais l'autre, je ne peux pas te demander, je vais te demander de faire l'autre moitié du chemin. Mais si tu n'es pas prête à ce moment-là, pour différentes raisons, je ne peux pas te forcer et tirer dessus, parce que ça, c'est le conflit. Et ça, c'est le travail qu'on a chacun à faire sur soi, chacune à faire sur soi, c'est se dire, OK, moi j'ai fait ma part de chemin, l'autre n'est pas prêt à ce moment-là de le faire. Mais dis-toi bien et dites-vous bien que l'autre, quand j'ai bien formulé mon ressenti en communication non violente, ça va faire son chemin à un moment donné. Peut-être que par fierté, peut-être que par souffrance, l'autre ne doit pas réagir tout de suite, mais la plupart du temps, hein, on peut voir dans nos pratiques, hein, Fanny, que quand on suit les personnes, que ah bah tiens, finalement, 2 jours après, il m'a passé un coup de fil, il était sympa. C'est bizarre. Ouais. Bah oui. Hein, donc voilà. Mais l'autre bout du chemin, je ne peux pas le faire pour l'autre et je ne peux pas le forcer à le faire. Et c'est là où il est important de faire preuve de sagesse en se disant, OK, moi j'ai fait ma part de chemin. Je ne peux pas forcer l'autre à le faire. Et c'est son problème, ça n'est plus le mien. Ça Et, ne et tu, m'appartient pas. et tu fais bien de préciser l'importance du temps. Oui. On ne peut pas manger le fruit en même temps qu'on plante la graine. Et ça, dans les relations, dans tout ce qu'on fait de manière générale, mais surtout dans les relations, cette notion de temps, elle est importante. Tout à fait. Et, Très sou- important. et souvent, moi, je suis face à des personnes qui sont impatientes, qui veulent tout de suite des résultats, qui disent oui, mais j'ai testé et l'autre, elle m'a pas entendu. Et il y a une perception par rapport au temps qui vient toucher une fragilité en fait. J'ai pas confiance en moi ou j'ai besoin de reconnaissance tout de suite. Ça, c'est important de laisser le temps faire les choses. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment laisser le temps au temps. Et c'est vrai que c'est frustrant, notamment quand c'est des personnes, d'ailleurs c'est toujours pour des personnes qui nous touchent ou qui font partie d'un cercle proche, de se dire, OK, là, pour l'instant, c'est pas le moment. Moi, j'ai fait ma part de chemin vers l'autre. L'autre n'est pas prêt. C'est accepter que l'autre a besoin de plus de temps. Et malheureusement, ce temps peut être parfois long. Et c'est douloureux parce que on a envie que les relations se passent bien. C'est douloureux parce que c'est un besoin humain que le besoin de communiquer, le besoin de faire partie d'un groupe, le besoin d'être en relation avec les autres. Et quand en plus c'est des personnes de la famille, évidemment qu'on a tous dans sa tête l'idéalisation d'une famille
ou le schéma d'une famille idéale. Mais malheureusement, la famille idéale n'existe pas. Et si l'autre n'est pas prêt, moi j'ai aussi peut-être besoin finalement, en étant honnête avec moi, de prendre le temps de faire le chemin d'acceptation de ce frère, cette sœur, ce père, cette mère, cet oncle ou autre qui n'est pas idéal. Et après, une fois que j'ai fait ce chemin, c'est aussi me dire, OK, bah peut-être que la relation, elle ne pourra pas être davantage que cela. Donc il y a une forme de deuil de la famille parfaite Complètement, à faire. totalement. Totalement. On est vraiment, Fanny, là, tu poses vraiment le sujet, un des sujets centraux. C'est vraiment, voilà, on a tous le deuil à faire de la famille parfaite. De la mère parfaite, De du la père famille, parfait. évidemment. Ouais. Des enfants parfaits. Ouais, des enfants parfaits et Voilà, aussi. voilà. Donc, et une fois, et c'est un chemin qui est long, qui est douloureux, parce que on est dans ce besoin, on est dans cette envie, parce que la famille, c'est quand même un cocon qui est censé être protecteur, qui est censé être nourricier. Alors parfois c'est salé, parfois ça l'est pas, parfois ça l'est une fois sur deux, parfois ça l'est une fois sur 10. Donc, et on a tous ce deuil à faire pour pouvoir mieux vivre. Et les fêtes familiales, et Noël en particulier, réveillent cet idéal qu'on a tous dans notre tête de petit enfant. Ouais. Évidemment, les petites filles ou les petits garçons que nous étions sont là à Noël en se disant ah là là, peut-être que enfin ça va bien se passer. Mais les adultes que nous sommes savent que bah, nous, en fait, il n'y a pas de raison que ça se passe mieux qu'une autre fois. Mais je vais accepter les défauts de chacun aussi. Hmm. J'aime bien cette idée de se reparenter soi-même. C'est-à-dire que j'ai une mère ou j'ai un père qui est pas forcément très présent émotionnellement. Voilà, ils ont eux aussi leur trauma, ils font eux aussi ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais à un moment donné, toutes les attentes que je pose sur eux, ben, en fait, je les pose sur moi. C'est-à-dire il y a une partie de moi qui prend soin de l'enfant à l'intérieur de moi. J'arrête d'attendre d'une personne qui ne peut pas plus me donner, entre guillemets, et je commence à prendre soin de moi. Je ne sais Oui, pas ce que toi tu penses de ça, mais c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup apporté. Parce que j'étais avant dans cette attente qu'on me regarde, qu'on m'aime, qu'on me dise c'est bien, qu'on me reconnaisse. Et un jour, j'ai compris que ce n'était jamais assez, que ça n'arriverait jamais. Donc il y a eu ce deuil à faire. Et derrière, j'ai eu besoin, moi, de m'apporter ce truc-là. mais oui, je suis vraiment entièrement d'accord. C'est-à-dire que l'adulte que nous devenons euh, doit rester en permanence en contact avec notre enfant intérieur, hein, qui est cette petite fille ou ce petit garçon qui est au fond de soi et que l'on appelle aussi enfant vulnérable. Enfant vulnérable, pourquoi? Parce que il est là avec toutes ses fragilités, avec toutes ses souffrances. Et on l'a tous et toutes à l'intérieur de soi. D'accord? Et c'est cet enfant vulnérable qui ressurgit lors des fêtes de famille ou dans la vie de tous les jours, face à des déceptions, face à des non-reconnaissances, voilà. Et cet enfant intérieur, cet enfant vulnérable, tant qu'on n'a pas été le soigner soi-même, l'écouter et lui parler, c'est un travail qu'on fait notamment dans une approche que je pratique qu'on appelle le dialogue intérieur, l'approche jungienne, c'est aller parler à cet enfant intérieur. L'adulte, la femme que je suis aujourd'hui, va aller connecter cet enfant vulnérable pour lui parler et puis pour lui dire les mots que cet enfant aurait aimé entendre petit. Et il y a notamment un petit rituel que moi je conseille régulièrement, parce que ça nous concerne toutes et tous, c'est si vous sentez que cet enfant vulnérable est en souffrance pour une raison ou pour une autre, allez rechercher une photo de vous petite ou petit. Voilà. Vous prenez un moment où vous êtes tranquille, dans votre chambre ou dans un lieu vraiment où vous êtes sûr que vous n'allez pas être dérangé. Vous posez cette photo, vous allumez une petite bougie à côté, et puis vous allez parler. L'adulte que vous êtes aujourd'hui, allez parler à cet enfant. Et vous allez lui dire tous les mots que cet enfant aurait aimé entendre. Voilà. Et vous allez aller rassurer cet enfant, lui disant, mais oui, mais tu sais, c'est pas facile, ça n'a pas été facile pour toi, mais regarde aujourd'hui ce que tu es devenu et
tu aurais eu besoin d'amour et moi je te donne cet amour, je te donne cette reconnaissance. Tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un d'équilibré, tu es quelqu'un qui a une valeur. Voilà. Et c'est très émouvant à faire. C'est très, très émouvant. On peut même lui écrire à cet enfant intérieur. Et avoir la photo, c'est un support, et la petite bougie, énergétiquement, c'est un support qui aide. Et là, on est vraiment dans, je vais aller réparer mon enfant intérieur. Parce qu'en en fait, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. C'est le travail qu'on fait en coaching, c'est le travail qu'on fait en psychothérapie, c'est aller réparer parce que personne d'autre ne peut le faire. C'est Ce qui ça. n'empêche pas, ce qui n'empêche pas d'aller dire les choses quand même à son père, à sa mère, à son frère, à son ami, à son mari. Enfin, ça n'empêche pas d'aller dire en communication non violente ce qui nous blesse, qui nous fait souffrir. On peut faire les deux démarches en parallèle. Au Surtout, contraire. surtout dans le moment présent, c'est un peu exprimer ses limites en fait. C'est ok, jusqu'à présent ça s'est passé comme si, mais maintenant j'ai besoin d'autre chose. Et maintenant j'ai besoin qu'on reconnaisse que je suis un être, un individu à part, avec ses envies, avec sa manière d'être, avec ses mécanismes. Et ça, c'est à nous de le faire. Si on ne l'exprime pas, en face, il ne peut pas y avoir une reconnaissance. Tout à fait. Tout à fait. La première reconnaissance qu'on puisse apporter, c'est l'autoreconnaissance. Et vraiment s'apporter cet amour, ce travail. Alors, il y a aussi, moi je travaille beaucoup en psychologie positive, il y a tout un travail merveilleux à faire sur aller voir, pour les personnes notamment qui manquent de confiance en elles, qui ont une estime d'elles assez basse, c'est d'aller voir toutes mes forces, tous mes talents, toutes mes qualités. Hein, et essayer de les lister, questionner mon entourage, voilà, qu'est-ce que tu trouves bien en moi, hein, les personnes proches répondent volontiers à ces questions. Hein. Il y a des tests d'ailleurs qui sont en ligne, notamment le test qui s'appelle VIA, qui est en ligne et qui est gratuit et qui permet d'aller repérer un petit peu qu'est-ce que je fais de bien, quelles sont mes forces, quels sont mes talents. Et ça aide. Ça aide parce que c'est difficile, on est dans une culture en Occident et en France où on ne va pas aller voir forcément ce qui va bien, et on va plutôt aller voir ce qui ne va pas bien, que ce soit dans l'éducation, que ce soit à l'école ou autre. Hein. D'accord? Donc, en psychologie positive, on apprend à aller voir ce qui va bien et on apprend à aller voir ce qu'on sait faire de bien. Et il y a forcément, moi, quand je démarre un travail avec des personnes qui manquent de confiance en elles, ils me disent non, mais moi, en fait, franchement, je ne sais pas, je crois que je ne fais rien de bien. Puis, ok, on va aller voir. Quelles ont été tes réussites dans ta vie, petite, moyenne, grande? Et en fait, on trouve plein de choses qu'on a réussi à faire, qu'on a fait avec plaisir et dont on a eu de la reconnaissance extérieure. Mais on l'oublie. Et à partir de là, on va aller voir justement quelles sont les qualités, quels sont tes talents et tes forces que tu as mis en place à ce moment-là. Et ça renforce la confiance en soi et l'estime de soi. Et ça, c'est un travail que l'on peut faire soi-même, hein, et qui, du coup, nous amène de l'énergie positive. Hein, plutôt que d'aller voir effectivement ce qui ne va pas, qui est important d'aller voir aussi, mais allons voir aussi ce qui va et ce qu'on fait de bien, parce que tout le monde a des choses, des forces, des qualités et des talents. Alors, tu fais bien de préciser ça, de commencer à se concentrer sur ce qui va, au lieu de constamment se concentrer sur ce qui va pas, parce qu'on est tous différents. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société qui met en valeur certaines choses, certaines qualités, et qui malheureusement oublie le reste. Or, tous les enfants et tous les adultes sont différents, et si je m'appuie sur une canne qui est bancale, elle va casser. Si je commence à m'appuyer sur mes forces, ben, en fait, je vais me sentir de plus en plus fort, ma canne va être de plus en plus solide et je vais pouvoir avancer de plus en plus rapidement dans ma vie. Alors, bien évidemment, il y a tous les tests et tout le travail, et il y a aussi le fait de faire de nouvelles choses, parce que souvent, en fait, je ne connais pas mes forces, parce que j'ai pas tout essayé, et le simple fait de commencer, par exemple, le théâtre, ou de commencer la danse, ou de commencer le dessin, et tout d'un coup, je me rends compte que il y a quelque chose là que ça éveille, que ça réveille à l'intérieur de moi. Donc il y a bien évidemment toutes les forces qu'on peut connaître de par le passé, mais il y a aussi tout ce qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas savoir ce qu'on ne connaît pas, entre guillemets. Oui. Je partage ça parce que moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont juste fait l'école, qui n'ont pas fait d'autres activités. Et c'est bon de revenir dans cette posture d'enfant. Tu parlais d'adulte et d'enfant. Et de revenir dans cette posture d'enfant où j'apprends de nouvelles choses et je m'autorise à apprendre de nouvelles choses pour justement me découvrir aussi à travers ça. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est vraiment s'autoriser l'audace.
Hein, c'est Yes. vraiment aller s'autoriser à être audacieux et aller vers des nouvelles choses. Et il y a toutes les nouvelles choses effectivement que l'on peut faire, c'est dire ok, bah, je vais tester, je vais essayer. Hein. Et Mhm. aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles. Mais il y a aussi aller explorer un petit peu ses anciens rêves. Mhm. Hein, et enfin, ses anciens désirs. Hein, voilà, par exemple, dernièrement, j'ai accompagné une personne qui me disait que quand elle était jeune, elle rêvait de faire un peu de la sculpture. Et puis ses parents l'ont mis, ah non, non, tu vas pas faire de sculpture, donc des études très rationnelles, école de commerce et tout. Et puis, je lui dis, bah, écoute, peut-être que bah, tu pourrais essayer de faire un atelier de sculpture. Pourquoi? Ah, bah oui, c'est vrai, j'ai même pas pensé. Et elle a Mhm. démarré un atelier de sculpture et on était à son deuxième atelier, mais je l'ai vue arriver à la séance avec un sourire, avec une joie, avec une... Elle me dit, voilà, mais c'est un bonheur total, quoi. Donc, voilà, elle sait que, bon, elle n'en fera pas son métier, mais peu importe. Le tout, c'est qu'elle a réavivé, elle a réanimé un désir ancien qui lui a été interdit par ses parents. Mais parfois, on a des désirs aussi d'enfants ou d'adolescents qu'on ne s'est pas autorisé. Il y a plein de Mhm. choses comme ça, voilà, et avoir, aller rechercher un petit peu dans son passé, bah, finalement, quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescente, qu'est-ce que j'avais envie de faire et que je n'ai pas fait, bah, peut-être que c'est le moment de le faire. Et nous, en coaching, on le Mhm. voit bien, hein, Mhm. surtout en ce moment où les gens se posent la question du sens aussi hein, de ce qu'ils font. Mais Mhm. sans tout chambouler, c'est peut-être aller vers un... Ah bah ouais, tiens, c'est vrai, la peinture. Mais oui, mais la peinture, en fait, j'ai toujours rêvé d'en faire, j'ai toujours pensé que j'étais nulle. Bah non, bah, je vais tester. Ah bah, la peinture pour les nuls, ça existe, et puis on va se rendre compte, on n'est pas si nul que ça. Le chant, bah, j'ai toujours pensé que je chantais comme une casserole. Ah bah tiens, si j'allais à une chorale, Mhm. voilà, bah, une chorale, bah, au moins si je chante pas juste, c'est pas grave, on m'entendra pas. Hein, voilà. Mhm. Voilà, donc c'est vraiment l'audace d'aller vers des nouvelles choses et puis aussi d'aller vers des choses, des désirs qu'on a enfuis en soi, hein, et qu'on ne Mhm. s'est pas autorisé. Parce qu'en réalité, c'est là qu'on va trouver aussi l'énergie. C'est là qu'on va trouver l'énergie, la confiance en soi évidemment, mais aussi l'énergie de vie. Mhm. Hein, qui est tout à fait- Alors, justement, j'ai tout d'un coup trouvé cette énergie de vie. J'ai tout ça, j'ai trouvé mes valeurs. Je mets maintenant en évidence mes valeurs. Je m'appuie dessus. Je trouve cette énergie de vie. Et là, je vais à un repas de famille où la plupart des membres de ma famille se rappellent de mes couches, de mes faiblesses et ne connaissent pas mes forces ou ne les ont pas reconnues. Comment je fais avec ça? Parce qu'il y a forcément le comportement de chacun va inconsciemment me tirer dans cet ancien rôle que j'ai plus envie de porter, que moi j'ai envie de montrer maintenant, toutes mes nouvelles cartes, tous mes nouveaux trucs. Comment justement venir en imposant sans imposer? Je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Oui, alors je vais répondre, tu me diras si ça répond aussi à ta question. Me vient en tête, c'est aussi avoir l'audace et s'autoriser lors du repas de famille à dire bah tiens, moi j'ai envie de partager quelque chose que je suis en train de découvrir ou une activité que je suis en train de faire et lancer effectivement la discussion sur ce sujet, s'autoriser à le faire. Voilà, ben là j'ai découvert, je me suis inscrite à un club de danse et j'ai découvert la salsa et c'est formidable. J'ai toujours rêvé de danser, je pensais que je dansais mal, mais en fait, que je danse mal ou pas, je suis en train d'apprendre, ça m'amène beaucoup de joie, et voilà, j'avais juste envie de vous montrer. Et puis d'ailleurs, tiens, peut-être qu'on va mettre une musique de salsa, et puis est-ce que qui a envie de danser? Je pourrais vous montrer quelques pas. Voilà, voilà, tout simplement, hein, ça peut être vraiment amener, en fait, s'autoriser, en fait, à exprimer et à dire à sa famille ce que l'on est en train de faire. Parce que, et c'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'on sort du rôle qui nous a été donné, mais c'est s'autoriser à le faire, avoir l'audace de le faire, et c'est en plus un très bon exercice d'affirmation de soi. Et là, d'un seul coup, tout le monde va se dire, ah ouais, tiens, du coup, ouais, tiens, c'est sympa ce que tu fais là, on pourra en parler et tout. Mais c'est vraiment s'autoriser à le faire. Et sur une chose toute simple comme ça, qui est une activité que l'on a démarrée sans que la famille soit vraiment au courant, et peut-être montrer du coup cette activité, ramener un tableau que l'on a fait ou autre chose, ou peu importe. Ben voilà, donc ça, c'est une belle façon de montrer à sa famille le changement qui a pu s'opérer sur ce point-là en particulier. Est-ce que tu peux nous donner, enfin, nous partager quelques mots autour de l'affirmation de soi? Je trouve que c'est un mot, moi, qui me parle beaucoup, que tu as exprimé là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? L'affirmation de soi.
Alors, est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus sur ta question? Parce que l'affirmation de soi, c'est quand même assez large. C'est très large. Tu nous as dit c'est un très très bel exercice d'affirmation de soi. Donc, comment tu pourrais définir l'affirmation de soi? Et est-ce que tu peux donner deux, trois pistes pour pouvoir aller développer ça au Oui. fur et à mesure? Alors, pour moi, l'affirmation de soi, c'est vraiment s'autoriser à être dans sa complétude. Hein. C'est s'autoriser. Alors, il y a plusieurs aspects hein, dans l'affirmation de soi, mais d'une manière générale, comme ça, dans le travail qu'on peut faire en développement personnel, c'est vraiment s'autoriser à être avec ses forces et avec ses fragilités, avec toutes les parties qui nous animent. Hein, que ce soit nos parties de femmes actives, de mères, de maîtresses, de professionnels, de femmes un peu en retrait, voilà. Avec toutes ces parties-là et de femmes aussi fragiles, avec nos anxiétés, nos souffrances, nos tristesses, nos manques, nos frustrations, eh bien, s'affirmer, c'est oser dire et oser montrer à l'autre. C'est audacieux, ça aussi, hein. C'est oser montrer à l'autre qui on est vraiment et l'assumer pleinement. Parce qu'évidemment, s'affirmer, c'est pas arriver en disant oui, mais tu sais, moi j'ai vraiment, là j'ai ce truc-là qui va pas. Non, oui, oui, bah tu vois, bah, moi j'ai aussi cette fragilité qui est que c'est vrai, je reconnais que j'ai un peu de mal à écouter et je travaille là-dessus. Et je travaille là-dessus, vraiment, crois-moi. Alors, je te demande de m'en faire le retour quand tu sens que je suis pas trop dans l'écoute, fais-moi en le retour. Voilà. Et là, je m'affirme aussi dans ma fragilité et dans mes faiblesses. Donc, s'affirmer, c'est bien se connaître déjà dans ses forces et dans ses fragilités, l'intégrer complètement, l'accepter, faire le deuil de la personne parfaite, parce qu'on n'est pas parfait. Encore Hein, une fois. encore une fois, accepter ses ombres, mais accepter ses ombres, c'est aussi aller les chercher, les connaître, et puis discuter avec elles et les accueillir, parce que tant qu'on n'a pas accueilli nos forces, nos ombres, eh bien, elles resteront tapies et elles peuvent ressortir justement de manière inopinée et puis générer un conflit. Donc vraiment, s'affirmer pleinement, c'est vraiment ça, s'affirmer avec toutes ses forces, avec toutes ses lumières, mais également avec toutes ses ombres, et s'accepter pleinement tel qu'on est. Et puis après, il y a l'autre aspect de l'affirmation qui est l'affirmation dans une relation, hein, l'affirmation de soi dans une relation. Quand l'autre est en train de grappiller un petit peu sur mes limites ou sur mes plates-bandes ou sur me dit des choses qui ne me conviennent pas, s'affirmer, c'est quoi? C'est poser ses limites. C'est dire, OK, là, ça ne me va pas. Et s'affirmer, là, on le fait en communication non violente. Lorsque j'entends ces paroles, je suis vraiment très en colère et j'ai besoin de respect, j'ai besoin de mettre une limite et j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin que tu comprennes. Voilà. Donc là, s'affirmer, c'est réellement poser une limite. Mais pour poser une limite, il faut bien se connaître et bien se dire, OK, ça, je peux l'absorber, mais ça, je ne peux plus l'absorber. Parce que malheureusement, souvent, les femmes en particulier ont tendance à absorber, 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 absorber. Hein, jusqu'au jour où ça implose par une dépression, par autre chose, ou ça explose par un conflit. Donc, bien se connaître, c'est se dire, OK, moi, je peux absorber jusque-là, mais au-delà, non. Au-delà de là, non, parce que c'est pas bon pour moi. Et si c'est pas bon pour moi, ça va pas être bon pour la relation. Donc, si l'autre, à un moment donné, a un mot qui va être de trop, ben, je vais lui dire. Et là, je m'affirme, je pose mes limites. Alors justement, quand est-ce que une girafe pose ses limites? C'est vraiment. Alors, on parle encore de communication non violente avec la communication girafe qui est justement en lien avec l'empathie, avec le cœur. Quand est-ce que moi qui veux être en empathie, en auto-empathie, en opathie et qui veut être relié de cœur à cœur, quand est-ce que je pose mes limites? Parce qu'il y a plein de confusion avec ça. Est-ce que tu peux nous éclairer, toi? Oui, alors, je pense que ça passe vraiment par l'écoute de son ressenti. C'est-à-dire que tout le travail qui est important de faire, c'est de s'écouter, s'écouter, s'écouter et encore s'écouter. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je ressens quand l'autre est en train de me parler? Ou qu'est-ce que je ressens là tout de suite, là en ce moment? Est-ce que je ressens quand il me parle, ah, je me sens en colère là? Ou est-ce que je ressens, ah ben, je me sens triste, ou je me sens frustrée, ou ça m'angoisse? Et c'est d'écouter ça. Et ça, c'est pas facile à faire comme travail. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que les émotions, elles passent très vite parfois. Et on s'en rend pas compte.
Parfois, elles sont là, mais on ne les entend pas, on ne les écoute pas. On est dans le déni. Parfois, elles sont là, mais elles sont brouillées par d'autres choses. Et donc, il y a tout ce travail de clarification des émotions, de son état émotionnel et d'écoute et d'accueil de ses émotions. Et d'honnêteté aussi vis-à-vis de ses émotions. Parce que parfois, on peut aussi être fier. Se dire, oh, non, 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 je ne suis pas touché par ce qu'il me dit, et puis de toute manière, moi, ça ne me fait rien du tout. Mais si, on est toujours touché. On est toujours touché. Hein, même si on est en colère, on peut être en colère et puis en même temps triste. Ouais, on se dit ça, mais ici, il se passe autre chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Et à partir du moment où je suis connectée à ce que je ressens, alors c'est la très bonne boussole. Dans mon bouquin, je parle de boussole. C'est la boussole qui me fait dire, OK, c'est que ça ne va pas. C'est que derrière, il y a un besoin qui est bafoué. Quel est ce besoin? Et là, une fois que j'ai identifié l'émotion et le besoin, je le dis à l'autre. Et ça, c'est le meilleur indicateur, en fait. Mais ça, c'est le travail permanent de développement personnel et qu'on continue à faire. Et qu'on continue à faire. Je veux dire, c'est pas parce que moi aujourd'hui je fais du. Bon, je suis coach depuis 25 ans maintenant, je travaille sur moi depuis 25 ans et je continue à faire ce travail. Hein, parfois on me dit, ah oui, mais toi, alors tu dois tout ressentir. Oui, bah oui, je ressens tout, mais c'est pas pour autant que. Voilà, il y a des moments où je me dis, ça va pas trop là, qu'est-ce qui se passe? Par contre, effectivement, j'ai cette capacité aujourd'hui à me dire, ok, stop, qu'est-ce que je ressens là? Voilà. Mais ce travail, on a à le faire en permanence, toute sa vie. Qu'est-ce que je ressens là? C'est quoi? Voilà. Tu fais bien de le préciser, ça, parce que souvent, il y a cette idée que à un moment donné, tout sera génial. À un moment donné, j'aurai plus aucun conflit, j'aurai plus aucun problème, je ne ressentirai plus rien. Ce sera l'illumination. Il y a cette espèce de truc derrière l'illumination. Or, la vie, pour moi, c'est un grand jardin. Et quand on a un jardin, on l'entretient tout le temps, toute sa vie. On désherbe, on arrose, on entretient. Et, euh, et c'est bien de le préciser parce qu'encore une fois, il y a un rapport avec le temps, génération McDonald's. Il y a un rapport avec le temps, on veut tout de suite et il faut que ce soit fait. J'ai un résultat et ensuite j'oublie qu'il faut continuer en fait à entretenir. C'est ce qui fait que les relations sont plus aussi bonnes qu'avant. Ou en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes relationnels aujourd'hui dans notre génération. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de couple et autres parce qu'il y a un manque d'entretien quelque part. Je sais pas si je pense que c'est le bon mot. Hein. Oui, oui, tout à fait. Hein. Et je pense qu'il y a deux choses hein, dans ce que tu dis. Alors la première, c'est que oui, il y a des personnes hein, qui ont réussi à travailler, à faire ce travail qui fait que tout glisse, mais ce sont des personnes, Dalai Lama par exemple, hein, et tous ces moines bouddhistes ou zen ou dans d'autres traditions qui ont toute leur vie travaillé sur eux dans un vrai retrait de la vie courante, hein, parce que quand on est face dans la vie courante, c'est toujours plus difficile, et qui du coup peuvent travailler là-dessus. Mais bon, nous, on est dans notre quotidien, et c'est pas non plus notre démarche. Donc, ça veut dire aussi que quel que soit finalement le travail qu'on ait fait, quel que soit le temps qu'on ait consacré à ce travail, effectivement, on peut se retrouver à des moments très apaisés intérieurement, mais on oublie qu'il y a notre environnement et qu'il y a la vie. Et que la vie continue, et que la vie continue à nous envoyer des événements, des situations, des personnes et des épreuves. Et que ça, il va falloir à chaque fois les gérer. Et à chaque fois, on va retraverser effectivement des zones de turbulence intérieure qui nous feront retravailler. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on va pas les retravailler. Une fois qu'on les a travaillées, on va pas retraverser les mêmes turbulences intérieures. Elles vont toujours être là, mais elles vont être diminuées. Pourquoi? Parce qu'on les aura déjà travaillées. Donc moi, j'aime bien dire qu'en fait, le travail sur soi, il est comme ça, il est en spirale, mais il monte vers le haut. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on passe toujours par les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, parce qu'on est toujours, comment dire, happé ou toujours pointé par les situations extérieures et les épreuves sur nos zones de fragilité qui sont là, qui sont inscrites dans l'enfance. Donc on va les retraverser, mais plus on aura travaillé sur soi, plus on va pouvoir prendre du recul.
Et plus, à un moment donné, on pourra se dire, tiens, ah ouais, oula oui, je sens que là, ça me touche. Mais je ne vais pas souffrir comme il y a 10 ans. Oui, puis il y a des nouveaux automatismes aussi qui vont se mettre en Et nouveaux place au fur et à automatismes. mesure. Donc, Bien on va sûr, gagner en confiance. Donc, il y aura l'incertitude, un petit truc qui sera là, voilà. mais ce sera plus confortable. Tout à fait, tout à fait. Et j'aime bien l'idée que tu amènes, qui est le jardin à travailler, à fleurir, à bêcher, à planter. Oui, bien sûr, c'est un travail de tous les jours au quotidien. Mais avec le temps, on se rend compte que quand même, on est quand même, plus notre jardin est entretenu, plus on peut faire face en fait aux épreuves. Alors évidemment, je ne parle pas des grosses épreuves de vie, hein, mais au quotidien, on va pouvoir quand même mieux gérer. Toutes les petites épreuves, et puis aussi parce qu'on va apprendre la résilience. Mm, On va mm, apprendre la résilience, et puis on va apprendre des épreuves passées, et on va se rendre compte, bah, finalement, tiens, oui, c'est vrai qu'une même situation m'est arrivée quand même il y a 5 6 ans. Et comment j'ai fait pour en sortir? Bah oui, j'ai réussi. Donc je vais mm, répliquer les mêmes comportements, les mêmes mécanismes, en fait. mm. J'aime dire que la vie est notre coach, dans le sens où bah, c'est lorsque j'expérimente le deuil que je peux vivre, ressentir, conscientiser certaines choses à l'intérieur de moi. C'est lorsque j'expérimente la relation que je peux vivre, ressentir, conscientiser. C'est lorsque je vais voir mes parents avec qui il y a eu du conflit que je peux mettre en lumière certaines choses et traverser certaines peurs, traverser certaines douleurs. C'est Carl Jung qui disait, hein, si je médite sur la lumière, il ne va pas se passer grand-chose. Mais par contre, lorsque je regarde en profondeur, lorsque je viens toucher tout ce qui est inconfortable à l'intérieur de moi, là, je peux traverser, je peux vraiment transformer. Et c'est la vie qui nous ramène constamment à ces profondeurs. Euh, Moi, ça, je l'ai compris. Beaucoup de thérapeutes l'ont compris. La personne qui rentre dans le développement personnel aujourd'hui, comment lui emmener cet enseignement qui va lui permettre d'être plus patiente, d'être plus douce et de moins culpabiliser. Souvent, on se dit, mais ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans que je fais du développement personnel. Pourquoi à chaque fois que je vais à ces repas de famille, je suis touchée comme ça? C'est énervant. Je vois souvent des gens qui culpabilisent et du coup qui se mettent en colère contre eux-mêmes. Qu'est-ce que toi, t'aimerais leur dire qui pourrait peut-être apaiser ça? Alors, la vie, en fait, nous amène effectivement les épreuves et les difficultés qui nous permettent d'avancer, hein. Et je dirais même plus, je pense vraiment profondément que la vie nous apporte les épreuves parce que la vie sait justement qu'on a besoin de ces épreuves pour progresser, hein. Donc, toutes les épreuves que l'on reçoit, ce sont des épreuves que l'on peut surmonter. Même si, quand elles arrivent, on se dit, oh non, c'est pas vrai, j'en peux plus, là, là c'est trop, quoi. Non, donc justement, la vie vient nous chercher en permanence. La vie est dans le mouvement, hein, donc tant qu'il y a vie, il y a mouvement, et toutes les situations vont nous interpeller sur nos zones de fragilité et nos zones d'ombre. Après, à chaque fois, effectivement, qu'on se retrouve notamment à un repas ou à une réunion familiale, on voit comment ça réactive. Et évidemment que ce n'est pas en 1 mois, même 3 mois ou 6 mois qu'on va pouvoir se rendre compte de l'évolution, que les choses vont changer du tout au tout. C'est un vrai travail de fond et un travail sur la durée, hein. Et on pourra voir que au fur et à mesure, les choses vont moins nous toucher parce qu'on va changer notre regard. Et puis surtout parce que l'enfant intérieur, on aura réussi au fur et à mesure à le réparer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc plus on va réparer notre enfant vulnérable et notre enfant intérieur, eh bien moins il va venir avec ses attentes au moment des repas et des réunions familiales. Donc il aura moins de risques de se retrouver en situation de souffrance, hein. Donc, si je vais à une réunion et que de nouveau je m'en suis pris plein la tête, c'est que je me dis, bah, c'est que j'ai encore à le travailler à l'intérieur de moi. Donc, je dirais qu'on peut juste se dire, OK, bah, c'est OK, c'est comme ça, et j'ai encore du travail à faire. Alors, il y en a certains qui me disent, oui, mais attends, mais moi, ma famille, elle est insupportable. J'allais Alors, en venir justement, les familles toxiques. oui, À quel moment on se dit, ma famille, elle est trop toxique, stop. Je décide de ne pas aller à ces réunions, je décide de... À oui. quel moment on peut se dire ça sans culpabiliser pour le coup?
Oui, tout à fait. Hein. Alors, je trouve ce sujet vraiment extrêmement important à aborder. Alors, juste pour boucler sur le sujet précédent, dans une famille à peu près normale, qui est la famille de beaucoup de personnes, même s'il y a beaucoup de difficultés, de tensions, je pense qu'il y a une régulation qui doit se faire et ça se fait avec le temps. Et vraiment, comment dire, l'indicateur qu'on va avoir, c'est comment on va réagir au fur et à mesure. On va se rendre compte qu'au fur et à mesure, on va être de plus en plus apaisé, mais il faut aussi pratiquer de l'auto-empathie, se dire, bon, bah, ok, ce coup-là, c'est pas encore cette année, ça sera Noël prochain, mais cette année, c'est pas encore ok. Hein, donc, c'est vraiment pratiquer l'auto-empathie. Après, il y a les familles toxiques. Oui, et là, sur les familles toxiques, ben, il y a aussi des choix audacieux, hein, probablement à faire, de se mettre à distance, réfléchir à ben, comment on peut peut-être décliner une invitation pendant un temps, pendant un court temps, un moyen temps, un long temps, pour se protéger. Parce que malheureusement, il y a des familles qu'on ne changera pas, il y a des personnes qu'on ne changera pas, il y a des parents qu'on ne changera pas. Et si ces personnes-là sont vraiment toxiques, à quel titre à quel titre on doit supporter ça? Au C'est titre de important la de famille. préciser. Voilà, au titre de la famille, c'est pas une raison valable. D'accord? Donc, il y a un moment donné, c'est important, oui, de se protéger, de dire les choses quand on peut le dire, quand on se sent capable de le dire et de dire ben voilà, ben moi, cette année, alors, ça m'amène aussi à parler de ce sujet de Noël, effectivement, où on est dans le Noël idéal, tout le monde doit être ensemble. Non, il y a d'autres façons de réinventer Noël. Quand on se dit, ben non, moi cette année, oh là là, c'est tellement, les conflits dans ma famille, c'est tellement compliqué, ben, réinventer Noël. Aujourd'hui, c'est aussi s'autoriser à réinventer les choses en se disant, ben, cette année, ben, je décide Alors bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué dans cette période de Covid, mais on peut aussi décider de le passer autrement. Je rencontrais une personne dernièrement qui me disait, ben moi, là, cette année, j'ai décidé de passer la première partie de la soirée de Noël dans une association humanitaire avec des personnes qui en ont le besoin, parce qu'ils en ont bien plus besoin que ma famille, qui est plutôt toxique. Par contre, cette année, je vais quand même aller dans ma famille, mais vers 11h, 11h30, parce que je ne me sens pas le courage de ne pas y aller. Ben ça, c'est OK, du coup, elle trouve un juste milieu. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de se dire, se protéger, et puis parfois, c'est nécessaire de couper aussi avec sa famille. Se voir différemment, c'est-à-dire se Oui, voir peut-être séparément, parce que aussi le fait d'être en groupe, exactement. ça crée quelque chose d'ingérable. Donc on peut aussi se voir séparément, enfin il y a plein de manières de faire, mais c'est important de se dire, c'est pas parce que c'est censé être Noël et on est censé tous être ensemble si ça crée de la souffrance. Et si vraiment la famille est toxique, alors attention, hein, toxique, c'est vraiment quand il y a conflit sur conflit sur conflit et que ça devient ingérable. C'est pas juste papa et maman sont pas d'accord avec moi, c'est vraiment quelque chose de plus lourd pour le coup. Bah, on peut tout simplement, on a le droit. Enfin, je pense que c'est bon de le dire aussi. On a le droit de faire un pas en arrière et peut-être une année, 2 années, ne pas y retourner après ou pas, encore une fois. Mais c'est OK. Oui. C'est aussi s'autoriser, se dire que ça ne sera pas permanent, mais s'autoriser sur une fête familiale, sur un Noël, sur deux fêtes familiales, à se dire, OK, ben, moi là, je ne vais pas y aller parce que c'est pas bon pour moi et j'ai besoin de me protéger. Hein. Et surtout se dire que voilà, le fait de prendre ce recul va m'aider aussi moi à me sentir mieux. Peut-être que la famille prendra conscience d'un certain nombre de choses, que c'est pas forcément, ça va pas s'inscrire forcément dans le temps. Donc, c'est provisoire, mais c'est aussi à ce moment-là, parce que c'est pas évident de le faire pour tout le monde. Pourquoi? Ben parce que c'est faire le deuil de la famille idéale. Encore une fois. On revient au même sujet. Voilà, et ça remet chacun face à soi quelque part, hein. Parce que Oui, c'est de l'affirmation de soi, hein. oui, Voilà, là, stop, j'aime la tradition, c'est ok, mais cette tradition, elle est plus pour moi. Je oui. tiens à ce que l'on respecte mes besoins, mes limites et autres. Tout à fait. Et c'est vraiment s'affirmer et puis se respecter. Hein. Et puis, on peut aussi, tout à fait en communication non violente, dire aux personnes qui nous invitent, parents ou autres, dire, bon, cette année, voilà, vous m'avez invité pour ces fêtes, pour ce repas familial. C'est vrai que dans l'absolu, j'aurais été vraiment très heureuse de partager ce repas avec tout le monde et j'aurais été heureuse que cette réunion soit vraiment très fluide et harmonieuse. Simplement, au vu de ce qui se passe en termes de conflit avec telle ou telle personne, ben, voilà, je préfère et j'ai vraiment besoin pour cette année de prendre un peu de recul et puis de passer ce Noël différemment. Et voilà, et je voulais quand même vous en informer et vous souhaiter un joyeux Noël.
Voilà, on peut aussi le faire en bienveillance. Mmh, Aussi le dire en bienveillance. mmh. Hein, Tu c'est-à-dire, fais... tant j'aurais aimé participer à ce repas qui est quand même un repas de fête familiale, et puis en même temps, j'ai besoin de me protéger, et je suis aussi un petit peu en colère par rapport aux derniers conflits qui se sont passés, et là j'ai besoin de prendre un peu de recul. Mmh. On peut écouter. Tu fais bien donner tous ces exemples-là. Oui, voilà, Mmh. tout à fait. Donc, Une dernière chose avant de se quitter, les intentions. Tout à l'heure, tu nous as dit, voilà, mon objectif maintenant, c'est de passer un bon moment pendant ce repas. Et justement, j'aimerais que tu clarifies un peu l'intention et l'importance de poser une intention peut-être avant d'aller à un repas ou avant d'aller passer des vacances avec la famille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? oui, alors j'ai un petit exercice qui est très simple à faire et qui permet déjà de se mettre dans une intention positive. Alors, il y a déjà ce que je disais en début d'interview, qui était d'être dans la conscience, hein, et de ne pas se dire, oh ben non, là, ça se passera bien. Non, ok, j'ai conscience de tous les problèmes, de tous les défauts de telle et telle personne, mais ce qu'on fait rarement, ce qu'on ne fait voir jamais, c'est peut-être de se dire, bah tiens, avant d'aller à cette réunion, avant d'aller à ces vacances, avant d'aller à ce Noël familial, eh ben, je vais faire la liste de toutes les qualités de chaque personne autour de la table. Voilà. Et ça, c'est un très, très bon exercice parce que du coup, ça me met quand même dans une intention positive. Parce que forcément, la personne a des qualités. Même si la belle-sœur avec qui on s'entend vraiment pas, bah, peut-être qu'on peut reconnaître qu'elle élève bien ses enfants. Peut-être qu'on peut reconnaître qu'elle donne beaucoup d'amour à mon frère. Peut-être, voilà. Hein, donc, c'est vraiment, et à partir du moment où on pose ça, on va partir vraiment dans cette intention positive de se dire, OK, je ne vois pas que le négatif, il y a aussi du positif. Parce que c'est bien ça le problème, c'est que, en fait, on part aussi avec des pensées qui peuvent être parfois négatives. Et du coup, quand on a une pensée, derrière la pensée arrive l'émotion. Donc forcément, on arrive avec des émotions négatives. Et si on partait avec des pensées positives en se disant, OK, on a fait le constat du négatif, alors faire le constat aussi de ce qui n'a pas fonctionné les années précédentes, c'est une très bonne chose à faire pour essayer de ne pas renouveler. Ensuite, on va faire la liste de tout le positif de chaque personne qui va venir. On peut se faire aider d'ailleurs avec une personne de la famille avec qui on s'entend bien. Ça peut être un jeu très ludique et très sympa. Voilà, on fait la liste. Et puis, donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et il y a un exercice, un rituel que je conseille qui est vraiment formidable. Et c'est vrai que Noël est quand même une fête rituelle au-delà de l'aspect religieux. C'est de se dire, tiens, cette année, je vais faire une affiche. Donc, je viens avec une jolie affiche que j'ai peut-être préparée en amont avec les enfants de la famille, avec un joli arbre de Noël, avec des petites cartes sur lesquelles je vais demander, soit ces petites cartes seront préparées avec des mots tels que bienveillance, paix, amitié, famille, amour, harmonie. Soit je les prépare à l'avant lors d'un atelier avec les enfants en amont, soit j'arrive au moment de la fête de Noël, j'affiche ce joli poster avec ce joli arbre de Noël, et puis je distribue chacun une carte vide, ou je mets dans un panier toutes les cartes de toutes les couleurs avec les mots que j'ai choisis, et je demande à toutes les personnes qui arrivent de choisir un mot ou d'écrire avec un joli feutre sur l'arbre de Noël ce que lui a envie ou elle a envie d'apporter à cette soirée de Noël. Joli. Vous allez voir, c'est un très joli rituel. Et ça nous met dans une intention positive pour tout le monde. Et moi, j'apporte quelque chose. Et moi, j'affirme quelque chose. Et j'ai l'audace d'apporter quelque chose de positif dans cette famille. Magnifique. Magnifique. Génial. Merci beaucoup, Latifa. On va s'arrêter là. C'était un merveilleux moment, comme d'habitude. Plein de générosité. Je te remercie infiniment. Latifa Gallo, il y a beaucoup de livres que je recommande, notamment celui sur la communication non violente. C'est un tout petit livre qu'on peut mettre dans son sac, qu'on peut offrir à Noël également. Donc, grand merci. Je sais aussi que tu es thérapeute, que tu as aussi des réunions, enfin tu prends aussi des personnes en présentiel. Donc n'hésitez pas à contacter aussi Latifa Gallo. Moi, je reviendrai certainement vers toi plus tard pour d'autres interviews. Parce que voilà, c'est des beaux moments, c'est plein de générosité. Enfin, merci infiniment. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. Merci. 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 À bientôt.
Au revoir.